Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 261. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il y a une grosse dizaine d'années, je me suis posé une question toute simple. Est-ce que le marketing traditionnel s'applique au digital ? Pour avoir la réponse, je me suis dit que le plus simple, c'était d'expérimenter. Alors j'ai créé un premier blog, puis un premier site e-commerce, et j'ai appris plein de trucs. L'une des premières disciplines sur lesquelles je me suis penchée, c'est le SEO. À l'époque, un ami m'a fait rentrer dans un groupe Facebook de geeks qui s'échangeaient des liens en parlant de Trustflow et de Citation Flow. Je vais pas vous mentir, je comprenais pas tout, mais je trouvais ça passionnant et j'adorais les regarder inventer le digital selon leurs règles. Ce qu'ils faisaient, c'était du netlinking et c'est l'une des stratégies les plus puissantes en SEO. En 10 ans, les choses ont beaucoup évolué et j'avais envie de me remettre à jour. Quelles sont les techniques de netlinking actuelles ? Sur quelle plateforme trouver des liens ? Combien ça coûte ? Est-ce que c'est risqué ? Et puis comment je peux faire si j'ai un budget limité ? Toutes ces questions, je les ai posées à un pro du SEO qui a géré des centaines de milliers d'euros de budget en netlinking. Je vous propose d'accueillir tout de suite Léo Poitvin. Bonjour Léo, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, ça me fait super plaisir d'être ici avec toi pour pouvoir parler de SEO un peu. Ouais, c'est trop chouette, ça fait longtemps, ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de SEO sur le podcast du marketing. C'est une vieille histoire, le SEO et moi, je te racontais un petit peu mes tout débuts en SEO et les choses ont bien bougé depuis. Donc je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse justement creuser et parler d'un mot que tout le monde ne connaît pas, qui c'est le netlinking. Le netlinking, c'est pas facile à prononcer d'ailleurs. Le netlinking, c'est un élément ultra important du SEO. Donc tu vas tout nous expliquer. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Léo, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Avec plaisir. Écoute Estelle, je suis passionné de SEO depuis 7 ou 8 ans. Voilà, je m'appelle Léo Poitvin. Je suis actuellement consultant / en agence, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problématiques de netlinking justement, de SEO, à venir me contacter. J'ai fait pas mal de SEO dans le secteur des jeux d'argent, qui est un secteur régulé et compliqué. Et à l'heure qu'il est, voilà, je suis passé indépendant. Je vis à Chiang Mai, en Thaïlande. Pour information, je suis expatrié depuis 4-5 ans. Après plusieurs années à Malte, voilà, je vis maintenant ici. Et c'est un vrai plaisir de faire du SEO au quotidien. Donc, vraie passion métier pour le coup. J'espère que je vais pouvoir vous transmettre un peu cette passion pendant le petit moment qu'on va passer ensemble. Trop bien. Je savais pas que t'étais à Chiang Mai. Trop chouette, j'ai des souvenirs. Je t'en parlerai après. J'ai des Avec souvenirs plaisir. de Chiang Mai assez formidables. Bon, écoute, parlons netlinking. Je vais pas réussir à le dire. Netlinking. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, en 2 secondes, ce que c'est que le netlinking ? Avec grand plaisir. En gros, le SEO, c'est souvent défini sur 3 grands piliers. Ces 3 grands piliers, c'est la technique, et grosso modo, est-ce que ton site il est viable techniquement ? Est-ce que c'est facile pour Google d'aller voir ton site, de voir les pages, etc. Google va venir voir ton site et contrôler tout ça. Le deuxième pilier, on va dire, ça va être le contenu. Donc grosso modo, qu'est-ce que tu as écrit sur tes pages ? Qu'est-ce qu'il y a sur tes pages ? Si tu es un e-commerçant, qu'est-ce qu'il y a comme produit sur tes pages ? Est-ce qu'ils sont bien renseignés ? Est-ce que tu as mis un peu de contenu pour aider les gens à choisir, etc. Et le troisième pilier, c'est le pilier qu'on appelle l'autorité. L'autorité, c'est grosso modo à quel point est-ce que les gens parlent de toi. Et pour définir si les gens parlent de toi, le plus simple aux yeux de Google, c'est de savoir est-ce que les gens font des liens, pointent des liens, ont des liens depuis leur site qui pointent vers ton site. Donc ce qu'on appelle un backlink, grosso modo, c'est la composante du netlinking, c'est un lien qui part d'un site A pour aller vers un site B. Je vais te donner un exemple. Imaginons que il y a un site qui parte par exemple du site, un lien qui part par exemple du site le podcast du marketing, donc voilà ton site qui aille vers mon site leopoitvin.com. Ça va donner un backlink et donc ça va renforcer mon autorité parce que j'ai quelqu'un qui est voilà dans le même secteur que moi qui va me faire un lien, parler de moi et me mettre en avant en quelque sorte. Ouais, et en fait, c'est ça l'intérêt du netlinking, c'est d'expliquer à Google qu'on est quelqu'un d'intéressant, d'important dans notre sphère. En fait, c'est pas tant le fait d'avoir des liens pour avoir des liens, c'est dans notre sphère d'avoir des gens d'autorité, c'est-à-dire des sites qui sont reconnus et qui pointent vers toi, c'est-à-dire qui mettent un lien vers toi, parce qu'on se dit, si un site d'autorité, a priori, c'est un site sérieux, qui fait pas n'importe quoi, qui réfléchit aux informations qu'il transmet à ses lecteurs, s'il
l'indice, il pointe vers ton site, c'est que ton site, il est intéressant, qu'il dit des choses intéressantes, intelligentes, etc. Et que donc, pour Google, c'est une bonne idée d'aller le mettre en avant. En fait, c'est ça, c'est aussi bête et méchant que ça, une façon pour Google de noter ton site. C'est exactement ça. En fait, ce qui s'est passé avec Google au tout début, donc tu vois, 98 grosso modo, à une époque où j'étais à peine né, ce qui se passait, c'est que Google avait des milliers de documents à ranger, et imaginons qu'on a un document qui parle de la nourriture pour chien d'un côté, avec voilà 1000 mots bien écrits sur la nourriture pour chien, et un deuxième document qui parle aussi de nourriture pour chien, qui fait aussi 1000 mots bien écrits de la même manière, etc. Pour Google, c'était assez difficile de discerner lequel était le meilleur et lequel on devait servir en premier aux internets. Et du coup, tout Google se base sur un brevet qu'ils mettent en place, les fondateurs de Google, qui s'appelle le brevet du PageRank. Et donc ce brevet est basé sur le fait de avoir le plus de liens possible vers une page, défini que c'est une page avec plus d'autorité, donc c'est une page théoriquement de meilleure qualité. C'est ce qui fait que Google a un meilleur moteur de recherche d'ailleurs, depuis 98, que les autres moteurs de recherche. Et donc voilà, ça permet de gagner en autorité, de gagner en crédibilité et d'être passé devant les autres sur le moteur de recherche de Google. Alors je t'arrête parce que tu m'as dit un truc intéressant. Tu m'as dit, il faut avoir le plus de liens possible, ça dit que tu as un site d'autorité. Est-ce que ça veut dire que ça peut être n'importe quel lien, c'est-à-dire, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pose la question. Est-ce que ça veut dire que ça peut être n'importe quel lien, c'est-à-dire par exemple, donc moi j'ai un site qui parle de marketing, si j'ai un lien qui vient d'un site de nourriture pour chiens, est-ce que ça va monter mon autorité ou est-ce que en fait ça va rien faire parce que ça n'a rien à voir avec moi? Est-ce que ça nous aide quand même un peu ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que les règles, elles ont énormément changé sur ce sujet-là précisément. Entre, grosso modo, on va prendre plusieurs dates charnières, mais avant 2012, entre 2012 et 2016 et après 2016, il y a eu un peu trois temporalités. Avant 2012, tous les liens donnaient de la puissance. Dans tous les cas, voilà, t'avais des liens depuis de la nourriture pour chien, depuis Le Monde ou depuis un truc qui est lié au marketing. Dans tous les cas, c'était la même chose. Ça envoyait de la puissance, grosso modo. Certains liens étaient plus puissants que d'autres, mais il n'y avait pas vraiment de question de ça peut être problématique, les gens essaient de tricher, etc. Donc tout ça, c'est avant 2012. En 2012, il y a une mise à jour Google qui est arrivée qui s'appelle la mise à jour Pingouin. Et donc la mise à jour Pingouin avait pour but de détruire un peu les gens qui manipulaient le lien, qui manipulaient les backlinks pour essayer de mieux se référencer. Donc ce qui s'est passé en 2012, époque que j'ai pas connue mais que voilà mes managers m'ont raconté dans le passé, énormément de gens avaient manipulé les liens pour pouvoir ranker devant les autres, se positionner mieux sur Google. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup ont été pénalisés. Donc Google les a sortis complètement de l'algorithme. Ça a été des business entiers qui ont fermé. C'était assez horrible comme année. Et ensuite, il y a eu 4-5 ans où grosso modo le SEO était un peu flottant entre est-ce qu'il faut faire des liens, est-ce qu'il faut pas faire des liens, c'est un peu compliqué, les gens continuent à faire des liens mais de manière beaucoup plus discrète, beaucoup plus légère, etc. Et donc on a eu 4 ans où certains liens étaient négatifs, certains liens étaient positifs. Et ensuite, théoriquement, donc là je vais te dire vraiment théoriquement parce que le SEO c'est énormément de théorie, de oui-dire et de discussion, depuis 2016, il n'est pas censé y avoir de liens négatifs. Donc théoriquement, ce lien qui envoie vers ton site depuis un site de nourriture pour chien ne devrait pas être négatif. La raison pour laquelle les liens peuvent pas être négatifs, c'est parce que si demain un lien de nourriture pour chien va être négatif vers ton site, ce qui va se passer, c'est que si moi je suis deuxième et que toi t'es première, je pourrais te faire simplement plein de liens de nourriture pour chien pour te descendre dans les résultats de recherche et passer devant toi. C'est ce qu'on appellerait du negative SEO. Et normalement, c'est quelque chose qui est plus possible. Après, à l'heure qu'il est, il est bien évidemment bien meilleur pour toi de faire des liens depuis d'autres sujets marketing plutôt que de liens depuis la nourriture pour chien. Toutefois, ça peut toujours être intéressant. Imaginons qu'on prenne les leaders de la nourriture pour chien, ils ont quand même des sites puissants et en fait ça reste des acteurs, voilà, même en marketing qui sont pertinents finalement. Et donc si c'est tes clients par exemple et qui font un lien parce que t'es un de leurs fournisseurs, ils vont te mettre on travaille avec Estelle. Dans ce cas-là, ce lien aura quand même une certaine pertinence et une certaine puissance en fait, mine de rien. D'accord. Donc en fait, je résume, je peux mettre des liens, enfin je peux faire venir des liens vers mon site. On va en reparler après de comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des liens qui pointent vers notre site, parce que ça c'est une autre histoire. Mais il peut y avoir des liens vers mon site qui viennent d'à peu près n'importe où. Quand tu donnais les dates, ça me faisait sourire parce que moi je suis arrivée, je t'expliquais en off tout à l'heure qui m'avait un peu formé au marketing. Coucou Christophe Canto si tu m'écoutes d'ailleurs. Et c'était pile en 2013, donc j'étais pile au moment de Pingouin et du coup il y avait tout le monde réfléchissait à comment est-ce qu'on peut faire pour bosser correctement sans se faire épingler par Google. C'était super intéressant. Mais ce que tu nous dis là est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il n'y a plus besoin de trop se casser la tête, en tout cas à avoir des stratégies trop complexes sur quels sont les liens que je dois avoir. Le plus j'ai de liens, au mieux c'est.
Après, il faut aussi être cohérent d'un point de vue marketing. Bien sûr que c'est plus intéressant pour quelqu'un comme moi d'avoir un lien du site de Seth Godin, qui est un grand marketeur internationalement connu, parce que je vais avoir des gens de son site qui sont intéressés par le marketing, qui vont venir voir mon site, donc ce que je vais proposer va les intéresser, et peut-être aussi d'ailleurs ce que j'ai à vendre par ailleurs. Donc pour moi, c'est plus intéressant que le lien d'une boîte, d'une entreprise de nourriture pour chiens. Mais ce que tu dis, c'est que si c'est Royal Canin qui met un lien vers mon site, c'est quand même intéressant. En tout cas, c'est pas négatif, et c'est quand même intéressant parce que d'abord ils ont du trafic et ça va faire venir du monde, et dans ces gens-là potentiellement il peut y avoir des gens intéressés, et puis de toute façon pour Google ça reste un lien d'intérêt. Est-ce que tu sais, attention je vais dans le détail, est-ce que tu sais, peut-être tu sais pas, est-ce que tu sais s'il y a un système de notation, et avant on disait t'as un système d'autorité, si Barack Obama pointe vers ton site, même si en vrai ça n'a rien à voir, comme il a une autorité de ouf, de toute façon, ça va t'apporter beaucoup de jus, plus que si c'est, je sais pas, si c'est Estelle Ballot qui pointe vers le site de Léo. Bon, c'est bien Estelle Ballot, il y a 3 personnes qui la connaissent, ça change pas grand-chose. Est-ce qu'il y a quand même si ça n'a rien à voir, même si c'est, Barack Obama, a priori, il a rien à voir avec toi, est-ce que ça a quand même une histoire de poids, la force de l'autorité de la personne ? 100%, ouais. T'as 100% raison. Le force de l'autorité de la personne a un poids qui est défini. C'est extrêmement dur pour nous, alors qu'il est, de savoir exactement le vrai poids de chaque site, grosso modo, aux yeux de Google. Historiquement, justement, ça devait être en 2007, quelque chose comme ça. Il y avait cette métrique, Google nous donnait le score PageRank de chacune des pages, et donc pouvait dire, cette page-là était valorisée 7 sur 10, 8 sur 10, 2 sur 10, etc. Et à l'époque, on pouvait acheter ou négocier des liens ou discuter de la valeur d'un lien au vu de cette métrique qui était donnée. Maintenant, alors qu'il est, il y a des outils qui nous permettent d'émuler ça. Je pense à Majestic ou Ahrefs par exemple, qui sont, je trouve, des bons outils pour pouvoir émuler ça. Je reviens juste sur un petit point que je disais tout à l'heure, avant que je me fasse taper sur les doigts par mes confrères. C'est quand même bien d'avoir une certaine cohérence dans le pourquoi est-ce que vous avez un lien quelque part. En gros, essayez pas d'aller demander à des marques de nourriture pour chiens de faire des liens vers votre site de marketing si jamais il y a aucune cohérence, si jamais vous n'êtes pas en relation professionnelle, si jamais vous n'avez pas travaillé ensemble, etc. Allez chercher toujours la cohérence dans les liens. Pour moi, c'est toujours quelque chose que j'essaie de faire. Je prends en compte des dizaines de critères quand je fais du netlinking et quand je fais en sorte de construire des liens. Mais le critère le plus important, c'est, imaginons que je sois quelqu'un de normal sur Internet. Quand je vois ce lien ici, est-ce que c'est normal que je le vois ? Est-ce que je m'attends à ce qu'il soit là ? Est-ce que quand je le clique, j'attends à tomber sur ça ? Et si c'est normal pour quelqu'un, ça sera aussi normal théoriquement pour Google, tant que c'est cohérent. Le but, ça va être de garder de la cohérence. Ouais, alors merci de dire ça Léo, parce que moi c'est comme ça que je fais du SEO. J'ai arrêté de me poser trop de questions parce que des fois on est un peu perdu, on se dit attends, le SEO c'est complexe, je connais pas tout, etc. Moi j'ai arrêté de me casser la tête, je dis mais en fait je fais juste ce que je fais normalement. Ce qui fait que typiquement pour moi une bonne façon très simple de faire du SEO, c'est de mettre les transcriptions de mes épisodes de podcast. Donc c'est des discussions que j'ai avec quelqu'un où on parle d'un sujet de façon naturelle, je mets la transcription. Alors, c'est pas forcément parfait, ça peut bien sûr être amélioré, mais déjà en soi, rien que le fait de produire du contenu qui est cohérent, qui fait un sens par rapport à ce que tu fais, pour le SEO, c'est très bien parce que tu apportes des éléments, on va dire, naturellement. Et effectivement, je pense que SEO, c'est très bien. Ce qu'il faut pas oublier, c'est à quoi ça sert le SEO. Ça sert bien sûr à ranker, ça sert aussi à faire passer les gens sur votre site. Et s'ils viennent d'un site de nourriture pour chiens et qu'il n'y a aucune raison qu'ils arrivent sur un site de marketing, si on parle de mon site, je m'en fiche en fait d'avoir ces gens-là sur mon site, il va rien se passer. Donc, bien sûr, ça peut apporter un peu de jus, ça peut apporter un peu de trafic, mais fondamentalement, faut quand même pas oublier quel est notre but. In fine, c'est d'avoir les bonnes personnes sur notre site aussi, ça a une importance en soi. Il n'y a pas que la quantité, encore une fois, non ? T'es d'accord ou pas ? Je suis 100% d'accord. On a l'impression qu'on est dans un podcast sponsorisé Royal Canin maintenant qu'on a cité un site de nourriture pour chiens. Je vais peut-être les contacter. Tu peux, honnêtement, c'est le moment. Mais sinon, clairement, je suis 100% d'accord avec toi, et vis-à-vis de la transcription des podcasts, c'est une très très bonne manière de faire du SEO à moindre coût, entre guillemets. Souvent, c'est ce qu'on appelle du content repurposing. Donc, tu prends un contenu et tu changes le format pour essayer de le diffuser le plus possible dans la plus de manières possible. C'est quelque chose qui marche bien. Si en plus, tu mets un peu les mots-clés qui sont les mots-clés les plus importants. Tu vois, là, en l'occurrence, si tu prends la transcription de ce podcast et tu dis, podcast SEO netlinking, on va avoir les mots-clés les plus importants. Si les gens cherchent de l'information vis-à-vis de ça, écoute, tu seras là, tu seras positionné avec ton podcast qui est déjà présent, donc ça c'est excellent. Et le SEO, c'est que de la technique, du contenu et des liens, donc t'as déjà coché une des 3 cases, c'est le top.
Trop bien, trop bien. Comme quoi, en fait, c'est facile. Moi, c'est ça que j'aime, en fait, dans le SEO, c'est que à la fois, ça peut être très complexe et très technique, et à la fois, ça peut être très, très simple. Donc, la clé d'entrée, c'est de commencer par aller vers le simple, et puis après, si ça vous intéresse, d'aller un petit peu grappiller, creuser, trouver des stratégies un petit peu spécifiques. Et je sais que des stratégies, Léo, t'en as. Tu m'as parlé d'une stratégie, tu m'as pas dit ce que c'était. Donc, je suis très impatiente de savoir. Tu m'as parlé de relations presse et de sondage. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, 100%. Bah ça, je vais t'en parler parce que voilà, en SEO, il y a beaucoup de manières d'agir, on va dire, et de travailler. En général, on divise pas mal les SEO entre les SEO, ce qu'on appelle white hat et black hat. Donc white hat, ça va être les gens qui respectent 100% des guidelines de Google, etc. Et black hat, ça va être des gens qui sont plus créatifs, on va dire, dans leur manière d'aborder le problème et qui cherchent à avoir des résultats plus rapides en général, mais peut-être avec une longévité parfois qui va se trouver souffrir un peu de voilà, des résultats rapides. Une manière extrêmement white hat, par exemple, de récupérer des liens, c'est ce qu'on appelle la relation presse. Le classique de la relation presse, ça va être de prendre un sujet, par exemple, de couvrir un sujet, d'avoir un élément de contenu qui va être extrêmement intéressant et de pouvoir le propulser un peu partout, l'envoyer à des journalistes qui, eux, vont potentiellement être intéressés par cet élément, voilà, ce contenu, et qui vont dire, ok, bah en effet, c'est très intéressant, je vais faire un lien vers cette chose-là. Je vais te donner un exemple de choses que j'ai fait qui, à mon avis, est un très très bon exemple et qui est une des manières les plus excellentes de faire de la relation presse à l'heure qu'il est. Avec une entreprise avec laquelle j'ai travaillé, on a commandé un sondage directement à l'IFOP. Donc l'IFOP a contacté des centaines, des milliers, mille personnes même, ouais, je crois que c'était, pour leur poser des questions sur un sondage en particulier. Et donc après avoir contacté ces personnes-là, on avait des données liées à ce sondage. Donc en l'occurrence, c'était sur le rêve et l'argent. Donc voilà, est-ce que les gens ont tendance à rêver d'argent, etc., etc. Et au final, on a envoyé ces données à plein de journalistes. Les journalistes ont été extrêmement heureux de recevoir de la donnée exclusive qui venait d'arriver, qui arrive pile le jour de la journée du rêve, comme par hasard. Et donc, les gens se retrouvent avec un article qui est déjà tout prêt à être publié, en fait, avec la source qui est notre site en l'occurrence. Et donc, ce qui a pu se passer, c'est que les gens ont publié, voilà, les gens ont envoyé, les journalistes ont tous reçu ça, ils avaient toutes leurs données, ils ont pu publier leur article tranquillement, tout le travail était pré-mâché pour eux, et ils nous envoyaient des backlinks, justement, des liens vers notre site. Donc, c'était top. En plus de ça, on a une certaine thématisation parce que on était dans la thématique des rêves et de l'argent, c'était la thématique de notre site. Donc, c'est parfait en termes de liens et en termes de thématisation, c'est cohérent. Évidemment, recevoir des backlinks de la part de gros médias qui récupèrent de la relation presse, c'est toujours quelque chose de très positif. Et pour le coup, il y a même un peu moins besoin d'aller chercher de la pure thématisation parce que dans tout le cas, Le Monde, par exemple, ils vont toucher tous les sujets du monde. Donc, c'est un backlink de Le Monde, ça reste un backlink en or pour le coup. Et donc voilà, ça c'est un exemple de relation presse et de la manière dont on peut l'exécuter pour avoir des résultats optimaux et récupérer énormément de backlinks. Alors ça, j'adore ce conseil parce que il joue sur deux tableaux. C'est-à-dire que la relation presse, on en parle souvent pour de la pure communication. Tu veux être visible dans ton marché, quel que soit ton marché d'ailleurs, hein. La relation presse, c'est une très bonne façon de te rendre visible à moindre frais, hein. Maintenant, avant, on devait passer par des agences presse. On peut toujours passer par des agences presse. Mais enfin, maintenant, avec Internet, on peut trouver quand même les adresses email assez facilement des journalistes. En général, d'ailleurs, les journalistes donnent leur adresse email parce qu'ils sont très contents de recevoir du contenu un petit peu pré-mâché. Si on monte bien son article qu'on va proposer, ou en tout cas les éléments qu'on va proposer aux journalistes, et ben effectivement, ils n'ont pas trop de travail à faire, ils sont bien contents parce que c'est pas facile d'être journaliste et de trouver du contenu comme ça à proposer en permanence. Donc là, ils se disent, attends, là j'ai un contenu de qualité, pré-mâché, peut-être un article déjà rédigé, ou en tout cas vraiment des grands axes qui sont déjà faits pour moi, j'ai plus qu'à reprendre, bim, je lance. Ça vous fait de la visibilité, de la pure communication pour vous. Mais en plus de ça, c'est ça qui est super intéressant dans ce que tu dis, évidemment, on aura mis un lien vers notre site parce qu'on aura déjà fait un article, on aura déjà présenté des éléments. En l'occurrence, là, si tu as un sondage, les résultats du sondage, pourquoi pas. Si on veut aller encore un peu plus loin, on peut même en faire un lead magnet et aller demander l'adresse email si vous voulez recevoir tout le contenu du sondage. Allez, on va tout y mettre. Mais effectivement, en fait, on peut découler comme ça les stratégies un petit peu en cascade et les faire travailler ensemble. Et là, tu te retrouves avec des articles de presse. Si c'est Le Monde, formidable. Tu vas avoir, mais même si c'est très intéressant, si c'est un article dans une presse digitale ou papier d'ailleurs, si, il faut que ce soit digital, mais digital très spécialisé, ça peut être de la presse niche, au contraire, hein, c'est super intéressant. Mais en tout cas, ça va venir te donner du jus et te donner de la visibilité. Donc ça, j'adore ce genre de stratégie.
stratégie parce que c'est pas trop dur à faire. On n'est pas obligé de passer par l'IFOP. Très bien si on a les budgets de passer par l'IFOP. Si on n'a pas les budgets de passer par l'IFOP, on peut faire quelque chose de façon beaucoup plus simple. Dès lors qu'on donne de la donnée aux journalistes, eux, ils vont potentiellement être intéressés pour la relayer, non, c'est ça ? Ouais, exactement. Et honnêtement, nous en plus, c'est vrai que tu parles de la visibilité, c'est assez marrant. J'ai une anecdote là-dessus qui est assez fun. Nous, typiquement, on faisait ça vraiment pour les backlinks. C'était notre objectif premier parce qu'on était des SEO et qu'on faisait ça pour les backlinks. Mais dans le tas, on a eu un passage sur BFM TV rapidement où on a cité notre étude et où ils ont parlé un peu de tout ça. Et en fait, c'est assez fun de se dire que en side effect, quoi, tu vois, en effet secondaire, en fait, sans faire exprès, on a eu plein de visibilité auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et du coup, c'était assez fun. Il y a pas mal de manières aussi, comme tu le dis, d'apporter de la donnée à des journalistes. Une manière qui a été historiquement beaucoup utilisée à l'international, c'est quelque chose qui s'appelait Arrow, et donc c'était Help a Reporter Out. Le but, c'était des journalistes qui posaient de l'information, qui posaient des questions sur, voilà, est-ce que quelqu'un, par exemple, dans le secteur du marketing spécialisé dans les voitures, pourrait me contacter pour me donner de l'information sur tel sujet. Et donc, en fait, les journalistes arrivaient avec leurs demandes directement d'information, et donc tu pouvais venir et donner l'information que tu souhaitais aux journalistes en tant qu'expert dans ton domaine. L'avantage de ce truc-là, c'était qu'on pouvait pousser directement nos services, notre site, je suis un expert de tel domaine, etc. On donnait toute l'information dont le journaliste avait besoin et c'était un win-win qui était assez fort. Malheureusement, ce service est en train de fermer. C'était un service anglophone, il est en train de fermer, mais je sais qu'il y a encore plusieurs services qui font des choses similaires. Je pense que si vous cherchez Arrow alternative, vous devriez trouver des choses intéressantes pour fournir de l'information d'experts à des journalistes qui en ont besoin. C'est des choses qui sont pas mal pour aller chercher des backlinks en fournissant de l'information à des journalistes. Ah non, mais trop bien. C'est fou qu'un truc comme ça ferme. Mais effectivement, allez regarder. Moi, je vais aller regarder là ce que tu me dis. J'aime beaucoup ce genre de truc parce qu'effectivement, c'est encore mieux si le journaliste est en demande. C'est exactement la même chose que dans le marketing. Si tu as quelqu'un en face de toi qui est en demande et que tu viens lui donner ce qu'il recherche, nécessairement, tu as beaucoup plus de chances qu'il l'utilise. Donc, tant qu'à faire, autant aller le proposer à des journalistes qui recherchent ce genre d'informations. Donc ça, super intéressant d'aller regarder ce genre de service. Bon. Léo, je vais pas te mentir, moi le netlinking, quand même, quand j'y pense, je me dis ok, Léo m'a dit qu'il fallait que j'aille trouver des liens, etc. Je sais pas trop nécessairement comment, alors j'ai bien compris, je peux envoyer aux journalistes, etc. Mais il n'y a pas que ça, comment est-ce que je fais si je me dis, attends, moi j'ai envie d'écouter Léo, j'ai envie d'avoir des backlinks, comment je fais pour les trouver, moi, ces backlinks ? Et alors justement, ça tombe bien parce qu'en France, on est les champions du monde de l'achat de backlinks. Donc l'avantage qu'on a en France, c'est qu'on a des SEO et un écosystème de SEO qui sont très orientés sur l'acquisition de backlinks et c'est quelque chose sur lequel on a été très ouvert. Contrairement aux US par exemple où ils ont eu beaucoup plus de problèmes en fait au moment de Pingouin et ensuite pas mal de problèmes vis-à-vis de Google et des guidelines, etc. La dimension white hat, black hat et donc ce côté très on respecte les guidelines de Google à tout prix était très important chez eux, notamment sur les voix qui portaient le SEO. Et donc on a eu moins ce truc-là, alors qu'en France on avait des gens qui étaient plus orientés sur le ROI, qui n'avaient pas très peur de aller à l'encontre des guidelines de Google si ça rapportait plus d'argent, que ça soit à court, moyen, long terme. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en France, on a démocratisé énormément le côté transactionnel du backlink. Donc, assez simplement, on peut acheter des backlinks, acheter des liens sur différentes plateformes. Alors il existe de nombreuses plateformes. Je pense qu'il existe autant de plateformes en France que dans le reste du monde. Pour le coup, on est vraiment bien doté en termes de plateformes de netlinking. Personnellement, je travaille avec une plateforme en ce moment qui s'appelle Linkavista, qui, à mon avis, est une très très bonne plateforme. Il en existe de nombreuses autres, honnêtement. Si vous êtes vraiment novice dans la situation, le mieux c'est d'aller vers une plateforme qui saura vous accompagner. En fait, l'avantage qu'on a à l'heure qu'il est, c'est que on a des experts en netlinking en France qui sauront créer, si vous avez un peu de budget, la meilleure stratégie pour vous en custom, etc. C'est mon cas par exemple. Mais si vous avez un peu moins de budget, que vous voulez juste développer un peu votre SEO et aller acquérir quelques backlinks, il y a pas mal de plateformes qui ont un système de consultants et d'aide intégrés, de commerciaux intégrés qui vont vous aider à choisir les bons backlinks, à le faire de la meilleure manière, etc. Parce que on peut aussi le rappeler, quand on passe du côté de l'achat de backlinks, etc., déjà, on va un petit peu à l'encontre des guidelines de Google, donc on est un tout petit peu en danger. Il faut quand même être précautionneux dans la manière de le faire parce que c'est des choses qui peuvent créer des dommages sur le site à long terme. Ça reste toutefois, à mon avis, la meilleure manière de faire en termes de ROI. C'est ce qui va donner les résultats les plus rapides et les plus efficaces. Vous ne détruirez pas votre site. Honnêtement, il y a très très peu de chances que ça arrive. Et si vous vous faites accompagner, vous serez entre de bonnes mains et donc vous pourrez développer votre netlinking tranquillement.
Attends, c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que je te disais en off tout à l'heure. Moi, j'ai commencé le SEO il y a 15 ans, donc au moment de Pingouin, grosso modo, et c'était tout le sujet. C'était de dire, attention, si tu commences à acheter des backlinks, tu vas te faire toper, Google est plus intelligent que toi, t'inquiète pas, il va le voir, etc. Et si tu veux faire des backlinks achetés ou même échanger, parce que moi, on parlait même pas d'acheter. À C'était l'époque, de on l'échange à s'échangeait l'époque, les backlinks. Hein. ouais. Et donc, toute l'idée... tu vas me dire si ça se fait encore comme ça. Toute l'idée, c'était de dire, attention, n'échange pas directement d'une personne A à une personne B, je te donne un backlink, tu me donnes un backlink, parce que là, t'es gaulé en 2 secondes et Google va te donner un malus, ça va être une catastrophe. Donc, on faisait des montages A, B, C, D, E et on s'échangeait en étoiles comme ça, tous les backlinks, c'était ultra complexe. Autant dire que moi, pour la petite histoire, j'étais dans un groupe de backlinkers. Je sais même pas si ça existe ce terme, mais moi je les appelais comme ça. Un groupe de backlinkers, ça passe bien. Des grosses tronches du backlink, je pense. Enfin, c'était vraiment dans les premiers à construire les trucs. Moi, je n'y connaissais absolument rien. C'était vraiment le moment où je commençais à m'amuser à faire des blogs et des trucs. Et les mecs étaient vachement sympas. Ils m'ont accueilli parce que j'étais la copine d'un des mecs qui avait fondé le truc. Enfin, l'amie d'un des mecs qui avait fondé le truc. Et ils m'expliquaient un petit peu tout le fonctionnement. Et donc, je les regardais faire leurs échanges. Moi, je mettais pas le doigt dedans parce que c'était trop complexe. De temps en temps, je leur disais, les mecs, il y a quelqu'un qui veut pointer chez moi, ce serait sympa. Et ils étaient gentils, ils me filaient un coup de main. Mais c'était en tout cas quelque chose d'assez complexe. Et surtout, tout le monde était très, très précautionneux parce que l'idée, c'était, si jamais Google te chope, là, t'es mort. Là, ce que tu dis, Léo, c'est que ça a évolué et qu'en fait, maintenant, Google, il est beaucoup plus serein vis-à-vis de ça. On peut s'échanger plus facilement les backlinks ou comment tu vois la chose? Alors, tu mets en valeur plein de choses qui sont super intéressantes, notamment le fait qu'à l'époque, voilà, surtout en 2013, déjà les plateformes n'existaient pas, donc il y avait beaucoup moins d'achats, ventes de backlinks. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde revenait d'un traumatisme qui était assez énorme, et donc tout le monde était un peu comme un petit scientifique dans sa cave en train d'essayer de trouver la meilleure solution pour pouvoir faire des échanges et avoir un ROI qui soit le plus fort possible sans prendre de risques. Ça a toujours été, à mon avis, le gros challenge des SEO. Je vais pas te dire qu'à l'heure qu'il est, il y a zéro risque. Notamment, en fait, le plus gros risque qui existe à l'heure qu'il est, c'est ce qu'on appelle les encres optimisées. Donc, assez simplement, quand tu as un lien, quand tu crées un backlink, ce qui se passe, c'est que il y a le backlink, donc le site vers lequel tu pointes. En l'occurrence, on pourrait parler de lepodcastdumarketing.com. Donc ça, c'est le site vers lequel on va pointer. Donc je suis sur mon site Léo Poitvin et je vais faire un backlink qui va pointer vers chez toi, qui va s'appeler le podcast du marketing. Imaginons que toi, tu aies envie d'être première sur Google sur le mot-clé, par exemple, funnel marketing, tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer? Le risque que tu peux encourir, c'est d'utiliser l'encre et donc le mot sur lequel va être le backlink, funnel du marketing, encore et encore et encore, parce que c'est là où tu as envie d'être placé. Le gros risque que tu risques d'avoir, c'est que tu sois vu comme une spammeuse, quoi, quelqu'un qui est en train d'essayer de manipuler Google. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Google va se dire, ok, bah là, elle est en train d'essayer de me manipuler sur le funnel du marketing, et donc je vais la déclasser là-dessus directement parce que elle est en train d'essayer de me manipuler. Donc tout l'enjeu, ça va être de réussir à faire de l'achat, à essayer justement de envoyer des signaux, et donc tu vas pouvoir une fois de temps en temps, en fait, typiquement si t'as Le Monde qui te fait un lien, tu peux leur dire, bah écoutez, j'aimerais bien que vous mettiez le funnel du marketing, mais sur 80-90% des backlinks que tu vas obtenir, il vaut mieux pas mettre funnel marketing, il vaut mieux que tu mettes le nom de ta marque, tu vois, directement le podcast du marketing, il vaut mieux que tu mettes quelque chose de beaucoup plus léger, comme cliquer ici, comme l'URL de ton site complète, etc. Donc des choses beaucoup plus naturelles, et normalement, si tu utilises uniquement des encres naturelles, des choses un peu légères, etc., sans mettre des mots-clés purement optimisés à chaque fois, normalement les risques sont extrêmement mineurs pour avoir des problèmes avec Google. Ah, super intéressant. J'allais juste, mais tu l'as clarifié, l'encre, on est bien d'accord, hein, Léo, c'est le mot qui est utilisé dans un texte sur lequel on doit cliquer pour avoir le lien. C'est ça l'encre. Donc le c'est mot de bleu, dire... ouais, c'est ça. Exactement. Donc, par exemple, Le Monde fait un article qui parle de funnel marketing. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, ce jour-là, ils ont envie de faire un article sur le funnel marketing. Donc, ils vont placer le terme funnel marketing certainement dans leur article et puis surtout plein d'autres synonymes parce que ils vont en parler de façon naturelle. Et il y a 2 options. Soit ils utilisent l'un de leurs termes funnel marketing pour que ce soit le lien sur lequel on clique qui emmène vers le podcast du marketing. Là, tu dis... intéressant de le faire une fois si c'est Le Monde parce que ils ont beaucoup de vues, etc. Mais surtout ne pas le faire trop souvent parce que sinon là Google se dit attends elle est en train de se fiche de moi, là elle est en train de me manipuler. En revanche si les autres sites ou Le Monde peu importe parlent de funnel marketing dans son article et dit vous voulez en savoir plus, cliquez ici ou vous voulez en savoir plus, allez sur lepodcastdumarketing.com et c'est ça qui est cliquable. Là le Google va se dire
pas de problème. On a compris que ça parlait de funnel marketing parce que c'est dans l'article. Et on cite une source, un document qui va pouvoir nous permettre d'aller plus loin. Et donc, c'est naturel pour le lecteur. Et donc, Google est OK avec ça. Et il s'en fiche finalement si je me suis arrangée avec Le Monde parce que j'ai des copains au Monde, ou si j'ai payé Le Monde parce qu'ils sont d'accord, je ne sais pas s'ils le font. Mais on va dire pour l'histoire, pour l'exemple qu'ils le font, j'ai payé Le Monde pour qu'ils puissent mettre un lien chez moi. Ça, Google, a priori maintenant, c'est OK. C'est exactement ça. En tout cas, moi, c'est clairement mon point de vue. J'ai fait énormément de tests sur plein de choses. Alors qu'il est, c'est toujours difficile en SEO de donner une vérité absolue, tu vois. Donc, c'est toujours ça dépend, tu vois. C'est le mot préféré des SEO. Mais clairement, moi, depuis tous les tests que j'ai faits, clairement, il n'y a pas de problème et Google n'ira pas pénaliser un site parce qu'il a créé des liens naturels, on va dire, sans avoir d'encre optimisée de manière abusive. Dans ce cas-là, c'est bon, on peut y aller, il n'y a pas de risque. Est-ce que pour toi, moi, à l'époque, donc je reviens sur Pingouin, à l'époque, on disait, bon, effectivement, le SEO, c'est tout l'intérêt et le problème du SEO. On ne sait pas, en fait, ce qu'on fait. Parce qu'on est en train de jouer avec l'algorithme de Google, qui est évidemment un algorithme extrêmement complexe. Donc, on est un peu des alchimistes. On fait des tests, on essaye, on voit ce qui se passe, etc., etc. Et puis, on croit. Donc, on essaye de faire des trucs et puis on espère que ça fonctionne. Ce qu'on disait quand même à l'époque, c'est que le backlink, c'est quand même dans le top 3 des critères qui vont faire que ton site va être bien ranké, enfin, c'est-à-dire que tu vas remonter dans les recherches de Google. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que si demain je veux me dire, tiens, attends, moi j'ai envie de bosser le SEO, c'est un truc peut-être que j'ai pas trop bossé jusqu'à maintenant. Premier truc à faire pour toi, c'est quoi? C'est d'aller travailler les netlinking, c'est dans les premières choses à faire? C'est clairement dans les premières choses à faire. Je pense que la première de toutes les premières choses à faire, ça reste quand même de faire un très bon contenu, de très bonne qualité, qui va donner envie aux internautes et qui apporte de la valeur ajoutée. Assez simplement parce que ça reste en général un petit peu moins cher à faire que d'aller acheter des backlinks. Assez simplement, c'est en général quand on veut développer son SEO, on connaît son expertise et on va pouvoir en fait aller commencer à créer son propre contenu parce qu'on connaît la valeur ajoutée qu'on apporte aux clients. Le problème des backlinks en général, c'est qu'on n'a qu'un seul site quand on développe son SEO. On n'a pas une galaxie de sites qu'on va pouvoir créer des backlinks tout seul, etc. Et donc, en fait, les backlinks, ça va être un moment où on va devoir passer à la caisse. Donc, en général, ce que je préconise, c'est commencer par faire votre contenu, clairement. Ça va être le plus simple et le premier vecteur sur lequel vous pouvez jouer. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à acheter des backlinks, en effet. Si jamais vous êtes néophyte dans le domaine d'achat de backlinks, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner ou alors de passer beaucoup de temps sur YouTube pour être sûr de ce que vous faites. Parce que très souvent, les gens sont assez néophytes dans l'achat de backlinks. Ils passent pas mal ils font des tests, en fait. Ils achètent des choses à droite à gauche et ils se rendent compte a posteriori que ça a peut-être été dommageable pour leur site. Et donc, c'est toujours un peu une phase qui fait assez mal au cœur de se rendre compte qu'on a dépensé de l'argent pour faire quelque chose qui est négatif pour nous-mêmes. Donc voilà, je vous conseille vraiment, c'est un truc qui fait assez mal au cœur. Plus voilà, si vous arrivez chez un SEO après et qui vous dit bon bah en fait non, tout ce que t'as fait là c'était nul, c'est pas agréable. Donc clairement, soit vous faites accompagner, soit vous passez du temps sur YouTube à vous renseigner sur les meilleurs backlinks, comment les faire, etc. Ça sera le plus simple si jamais vous faites ça. Et voilà, ne vous jetez pas la tête la première dans l'achat de backlink tout de suite maintenant alors que vous êtes en train de les écouter. Je vous conseille de prendre un peu de temps quand même parce que c'est pas non plus une chose qui est complètement sans risque. Sans risque d'un côté pour votre site et les rankings de votre site, c'est quelque chose qui sera extrêmement efficace et à partir du moment où vous avez un bon contenu et que vous envoyez des bons backlinks, vous rankez tout seul en SEO, hein, grosso modo. Le SEO, moi c'est ce que je dis souvent, c'est que du contenu et des liens, donc à partir du moment où on a un bon contenu et des bons liens, ça va rouler tout seul. Mais par contre, ça peut aussi être un problème. Voilà, si jamais vous achetez des mauvais backlinks, si jamais vous achetez et le plus gros problème en fait, c'est simplement pour votre portefeuille, vous allez dépenser de l'argent dans le vide et ça, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Non, c'est sûr. Et c'est ce que j'allais te demander, tu me tends un peu la perche. T'arrives à me donner, alors c'est toujours ultra complexe de donner des prix, mais j'ai aucune idée de combien ça peut coûter un backlink. Alors j'imagine qu'un backlink de Barack Obama coûtera plus cher qu'un backlink de Estelle Ballot, mais est-ce qu'il y a des ordres d'idées? Est-ce que on parle de quelques euros, on parle de centaines d'euros, de milliers d'euros, c'est quoi? Et ben alors exactement, on peut aller. Je vais te donner le prix du backlink le moins cher et le backlink le plus cher que j'ai vu. Ok. Je vais d'ailleurs, si jamais on a une audience qui cherche à acheter des backlinks, je vais vous proposer d'aller vous inscrire sur Linkfinder. C'est un outil qui a été créé par des Français pour comparer les backlinks sur toutes les plateformes, ce qui est des dizaines de plateformes, au meilleur prix. Et donc ça vous donne à chaque fois où acheter le backlink au meilleur prix. Moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours et j'ai rentabilisé 1000 fois. D'ailleurs, à mon avis, vous le rentabilisez en une utilisation en général. Le backlink le moins cher que j'ai jamais vu, c'est 0 €. Évidemment, il y a des backlinks des fois où simplement le fait d'envoyer un bon contenu, ça leur suffit à publier chez eux.
Et donc voilà, le site va publier votre article et vous aurez un backlink pour 0€, simplement le prix du contenu que vous aurez produit, entre guillemets, qui peut être 0€ si jamais vous connaissez votre secteur. Le backlink le plus cher que j'ai vu, je l'ai vu il y a pas longtemps, il était à 75 000€. C'était un backlink sur un gros, je crois que c'était le Wall Street Journal ou un gros site de presse américain. Voilà. Heureusement, en France, on n'a pas de backlink à ces prix-là. Les backlinks les plus chers qu'on trouvera en France, c'est plus ou moins 2500, 3000€. Et encore à ce prix-là, moi personnellement, je trouve que c'est toujours trop cher et que ça vaut rarement le coup d'acheter un backlink à ces prix-là. Les gros backlinks médias qui peuvent être intéressants, il y a des backlinks à entre 800 et 1300€ sur des gros médias français qui sont très puissants. Mais sinon, en général, moi, ce que je préconise, c'est d'acheter des backlinks qui vont être entre, on va dire, 20, 30€ et 100, 200€. Ça permet d'avoir du moins si vous commencez, ça vous permet d'acheter des backlinks qui sont pas ridicules normalement en termes de puissance et des backlinks qui ont voilà un peu quelques points positifs. Il y a pas mal de facteurs à regarder quand on achète un backlink parce que c'est très difficile de savoir quelle est la différence en fait entre un backlink à 10€, un backlink à 100€, à 1000€. Il y a plusieurs facteurs à regarder. Un des facteurs qui sera le plus simple à regarder, à mon avis, si vous commencez, c'est de regarder le trafic que génère le site sur lequel vous allez acheter un backlink. Assez simplement, si le site sur lequel vous achetez un backlink va générer voilà, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de visites par mois, forcément, ça sera un peu plus positif qu'un site qui génère 0. Et donc, c'est un bon indicateur en général de regarder le trafic, de regarder la thématisation. Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est dans la même thématique que nous? Et ensuite, il y a plusieurs métriques qui sont assez intéressantes. On a le DR de Ahrefs, par exemple, qui est pas mal, qui mimique un peu le PageRank de Google. C'est l'objectif qu'ils ont et qui donne voilà des métriques qui sont assez intéressantes. Si vous utilisez ces trois facteurs-là, normalement, vous avez voilà ça plus le prix, vous avez à peu près la matière qu'il vous faut pour pouvoir choisir les backlinks. Le DR de Ahrefs, c'est quoi DR? Ahrefs, c'est un outil SEO et le DR, c'est le domain rating, ils appellent ça, donc la notation c'est la du note domaine, qu'ils ont grosso donnée. modo. Exactement. Chez Majestic, c'est le Citation Flow et Trust Flow qui sont un peu les scores qui permettent de savoir ça. Donc voilà, en fonction de votre outil préféré. Vous pouvez utiliser Ahrefs. Si vous cherchez Ahrefs Domain Rating, à mon avis, normalement, il y a un outil qui vous permet de savoir le domain rating d'un site sans avoir à payer Ahrefs. Ahrefs, ils ont un petit compteur gratuit qui vous permet de le savoir. Ça permet de commencer à faire ses premiers achats et de commencer à s'intéresser au netlinking et au backlink gratuitement. Donc c'est plutôt agréable. Est-ce que quand on parle de gratuit, moi j'ai pas mal écouté Neil Patel. J'imagine que tu vois qui c'est, Neil Patel. Il a un outil qui s'appelle Ubersuggest, qui est en partie gratuit et il y a déjà pas mal de trucs gratuits dessus. Tu recommanderais de commencer par regarder sur Ubersuggest pour se donner une idée de site. Je sais pas s'il donne justement des éléments à ce niveau-là. Il est plutôt orienté mots-clés, si je ne m'abuse, Ubersuggest, où c'était de la suggestion de mots-clés. En outils de mots-clés, il y en a énormément qui sont très intéressants. Vous pouvez utiliser voilà en gratuit, typiquement Ahrefs, Ubersuggest est bien en semi-gratuit. Il y a pas mal d'outils qui vont vous donner des petites listes de mots-clés. Le plus simple, honnêtement, c'est quand même de suivre un peu son instinct. En général, on sait voilà ce que les gens cherchent plus ou moins pour nous trouver, c'est quoi notre valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on est. Et ça, c'est déjà honnêtement ok. Vous pouvez même utiliser ChatGPT si vous êtes des favoris des aficionados de ChatGPT. Ça vous donne pas exactement les bons volumes des mots-clés, etc. Mais si vous êtes au début en SEO et que vous cherchez un peu sur quel sujet créer du contenu, demandez à ChatGPT de faire des suggestions et en général, il est plutôt bon pour faire ce genre de suggestions. Ok, tu me tends une perche et ça va être le dernier thème que je veux aborder aujourd'hui parce qu'on a déjà dit plein de trucs, mais tu me parles de ChatGPT, tu me parles de l'IA, etc. Et tout à l'heure, tu m'as dit une façon de faire, si on a beaucoup de budget, si on est très gros, c'est d'avoir plein de sites sur un même sujet. C'est ce que faisaient mes copains qui étaient dans ce groupe Facebook à l'époque. C'est d'avoir plein de sites sur un thème et puis de s'auto-envoyer ses propres liens et en fait se créer une galaxie de backlink à soi, une espèce d'univers fantastique où on peut s'auto-alimenter en backlink. Avec ChatGPT, on peut pas faire ça. C'est pas un truc auquel on peut penser à moindre coût. Là, quand tu me dis ça, je me dis, mais attends, moi, Léo, ce que je vais faire, je vais aller créer plein de petits sites super facilement, vite fait, sur WordPress. Je vais aller me faire une petite automatisation avec ChatGPT pour qu'il m'écrive plein d'articles super sympas sur un thème que j'ai défini. Et puis, je vais aller créer comme ça une galaxie de backlinks. C'est une bonne idée ou je suis complètement à côté de la plaque? Non, mais c'est super marrant parce que t'as sauté à deux pieds joints dans une technique super avancée du SEO qui est assez intéressante, qui s'appelle la technique des PBN. Donc PBN, ça vient de Private Blog Network, et donc le but c'est d'avoir un réseau de blogs à soi.
qui est privé et qu'on utilise exclusivement pour faire du netlinking justement. Et donc en gros, il y a toute une partie du web en France et ailleurs, qui sont plein de blogs WordPress comme ça, qui sont créés, où on fait plein d'articles qui servent uniquement à faire du netlinking et qu'on, pour seul et unique but celui-ci, ils génèrent un petit peu de trafic, parce que souvent, quand on a du trafic, justement, c'est un bon indicateur pour Google, mais il y a des fois où ils ont même pas de trafic, et en fait, c'est simplement des blogs qui vont créer du contenu pour aller faire des liens et aller pousser d'autres sites qui sont des vrais sites, ce qu'on appelle des monésites, donc des sites à monétisation, des sites qui sont intéressants. Le point, justement, là-dessus, qui fait que la manière que tu as d'aborder le problème n'est pas 100% juste, c'est que les sites que tu vas créer à la volée, les petits sites WordPress, ils auront pas d'autorité, eux en l'occurrence. Ils auront pas de backlink qui pointe vers eux. Et donc Google aura moins de valeur pour ces sites-là. Il aura même une valeur qui sera toute petite parce que justement, c'est quelque chose qui serait facile à faire avec une automatisation massive, etc. Donc en gros, c'est quelque chose qui est possible, mais pour ça, il faut acheter ce qu'on appelle des domaines expirés. Un domaine expiré, c'est quoi? C'est que demain, si toi, tu oublies de renouveler le podcastdumarketing.com, eh bien moi, peut-être qu'en tant que SEO, je vais aller regarder, hop là, je vois qu'il y a un domaine de libre, c'est le podcast du marketing, et ben je vais aller le réserver, je vais aller racheter le site, et je vais aller recréer un peu de contenu dessus. Ah oui, voilà, on a un podcast en marketing, etc. Je vais pas reprendre ton contenu directement, parce que ça créerait des problèmes de droit d'auteur, mais je vais recréer un peu de choses, et comme ton domaine, le podcastdumarketing.com, a lui-même déjà des backlinks, donc lui-même déjà de l'autorité, lui-même il a capitalisé sur son existence, et il a déjà de l'autorité aux yeux de Google, et ben ce domaine-là, si jamais je fais des backlinks depuis celui-là, il aura plus de puissance à transmettre. Donc en gros, on peut faire cette stratégie, comme tu le dis, d'utiliser ChatGPT, mais il va falloir racheter ce qu'on appelle des domaines expirés, donc des domaines qui ont déjà de l'autorité aux yeux de Google, et pouvoir remettre du contenu dessus. Ça peut être avec ChatGPT en l'occurrence. Moi personnellement, je suis assez OK avec le fait d'utiliser l'IA. Je sais qu'il y a différents courants de pensée là-dessus. Moi personnellement, je suis très OK. À partir du moment où c'est contrôlé par un humain et qu'on est sûr qu'il y a de la valeur ajoutée, c'est OK. Ça permet d'aller produire du contenu de manière un peu plus rapide. Et donc, voilà, on va utiliser ça sur le podcast du marketing et on va pouvoir mettre nos backlinks vers les autres sites de marketing. Trop bien. Bon, bah écoute, la stratégie du PBN, je prends. J'aime beaucoup cette idée. Bon, tout ça c'est bien joli, hein, mais ça permet de se donner en fait une idée de ce qu'on peut faire. Attention, n'allez pas tous, ceux qui nous écoutaient là, tout de suite sauter dans la stratégie du PBN et faire des automatisations dans tous les sens, parce que comme le dit Léo, on va peut-être pas non plus le faire exactement comme il faut, et in fine, on va quand même passer pas mal de temps à faire tout ça. Donc, mais c'est intéressant de se rendre compte que finalement, tu sais, c'est ce que je disais. Je te disais en off, Léo, moi j'ai fait le podcast du marketing parce que je le sais, le marketing, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas technique, sauf certains sujets. Et notamment le SEO, parfois, ça peut être un peu technique, plus que d'autres, c'est pas que du bon sens. Il faut quand même un petit peu s'y connaître. Ben, là, ce que je trouve intéressant, c'est que quand même on voit dans tout ce que tu nous dis que finalement, il y a quand même plein de trucs qu'on peut faire et qui sont du bon sens. Il y a des choses, bien sûr, où il va falloir faire attention, surtout si on veut commencer à le faire de façon un petit peu plus massive. Là, comme tu le dis, je pense que tu as totalement raison, il vaut mieux se faire accompagner parce que sinon on va passer beaucoup de temps, beaucoup d'argent et sans savoir s'il y a des résultats. Mais en fait, même juste pour nous, même si on a peu de budget ou si on veut juste tester des choses, on peut commencer à aller échanger, acheter des backlinks et aller faire des choses. C'est surtout moins, et ça c'est vraiment le truc que tu m'apprends aujourd'hui, c'est beaucoup moins risqué qu'avant, donc on peut aller jouer avec le SEO, on peut aller jouer avec le netlinking. C'est pas très grave finalement, et on peut comme ça trouver une nouvelle stratégie qui va pouvoir nous, si on est un petit peu coincé dans ces leviers de croissance, eh ben c'est peut-être une nouvelle stratégie à tenter pour trouver du nouveau trafic et une nouvelle croissance sur notre site. Ouais, 100%. Et si demain d'ailleurs vous vous dites bon bah je pense que voilà, j'ai fait un peu les bases en SEO, les bases en contenu, et je me suis pas assez développé sur le netlinking, mon site a peut-être pas assez d'autorité en fait. Si vous voulez le faire de manière voilà très économique et de manière sans aucun risque, le plus simple du plus simple, c'est simplement de contacter tous vos partenaires, tous les clients que vous avez déjà eu en fait, tous les fournisseurs que vous avez déjà eu, et de leur dire bon bah voilà, en fait je t'ai acheté de la marchandise, t'es mon fournisseur et j'aimerais bien que tu fasses un lien pour dire que tu m'as vendu de la marchandise depuis ton site vers mon site. C'est très naturel. Il met simplement comme mot-clé le nom de votre marque ou une petite image avec votre logo, très naturel. Pareil sur les clients, vous pouvez dire bon bah voilà, vous pouvez informer, demander à vos clients de mentionner qu'ils se sont fournis chez vous.
et certains accepteront, et avec un petit logo, voilà, on travaille, on collabore avec XYZ, et ça vous permet d'avoir des backlinks qui commencent à arriver de manière très naturelle, très cohérente et sans aucun risque. Enfin, une des autres manières qui est assez intéressante, c'est en effet d'aller contacter tous les blogs dans votre thématique, par exemple, tous les acteurs médias un peu dans votre thématique, et de leur dire, bon bah voilà, j'ai appris récemment dans le podcast du marketing avec Estelle et Léo que les backlinks c'était quelque chose d'important, on est dans la même thématique, comment est-ce qu'on fait pour que voilà on puisse profiter ensemble, est-ce que je peux venir écrire un article extrêmement intéressant sur ton blog en fait, dans lequel je vais ajouter un petit lien qui va pointer vers chez moi, est-ce que si je te donne une étude avec des données, de la matière, des use cases que j'ai fait, c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Et en fait en faisant cette discussion très naturelle, ça va permettre assez simplement de pouvoir voilà, acquérir ses premiers backlinks sans aucun risque. Donc n'hésitez surtout pas à aller là-dedans. Si jamais vous êtes un peu capé sur ce secteur-là et que vous sentez que ça va être difficile d'aller plus loin que ce que vous avez déjà fait, le mieux ça va être de commencer à vous renseigner sur l'achat de backlink en effet, et de contacter un professionnel si jamais vous avez un peu de budget et que vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure. Trop, trop bien. J'adore cette idée parce que, en plus de ça, je trouve que c'est une très très bonne façon de nouer des partenariats avec son écosystème. Les gens, enfin, comme n'importe quel créateur de contenu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie de créer du contenu. Donc moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bah attends, regarde, j'ai quelque chose qui est d'intérêt pour ton audience, je te le propose, t'as rien à faire, sauf que je voudrais juste un lien vers mon site. Moi, objectivement, ça me coûte rien, ça apporte des choses à mon audience, donc c'est positif. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et ça permet aussi, comme ça, de vraiment, finalement, se connaître dans son écosystème entre pairs. Et je trouve que c'est vraiment ultra positif. Donc, merci Léo, pour ces idées. Et effectivement, si on veut aller plus loin, Léo, si on veut en savoir plus, si on veut te poser des questions, si on veut peut-être travailler avec toi, tu vois, tu me donnes la transition parfaite. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Le plus simple, ça serait LinkedIn, clairement, c'est là où vous me trouverez. Je m'appelle Léo Poitevin. N'hésitez pas, voilà. Estelle mettra sûrement le lien directement dans la description, et comme ça, vous pouvez m'envoyer des questions. Je réponds tous les jours à toutes les questions qu'on me pose, donc n'hésitez surtout pas. Eh ben écoute, génial, je vais essayer de résumer. J'osais pas le résumer cet épisode parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc je vais le faire en résumé très très court. Mais en 2 secondes, qu'est-ce que c'est? Le netlinking, c'est le fait d'avoir des liens qui vont d'un site vers un autre. Et ça apporte du jus, du trafic au site, ça apporte de l'autorité. Si vous avez un gros site qui pointe vers votre site, eh ben d'un point de vue SEO, Google est en train de se dire « Waouh, ce site est intéressant, donc je vais le faire remonter dans les recherches sur Google. » Donc ça, bien sûr, c'est super important. Ce que Léo nous a appris, notamment aujourd'hui, c'est que l'algorithme de Google, il bouge, on le sait, tout le temps. Il a beaucoup bougé sur les 10-15 dernières années. Il y a eu une période où c'était assez compliqué de faire des backlinks parce que tout le monde se méfiait de tout, on savait pas trop ce qui se passait, donc c'était très compliqué. Maintenant, ça semble un peu plus serein et en fait, on peut faire du netlinking sans craindre d'être pénalisé par Google. Il va pas trop aller rechercher à regarder si le site qui fait un lien vers vous est un site qui a du sens directement. On parlait de Royal Canin, on a fait une grosse pub pour Royal Canin aujourd'hui. Je vais les contacter. Non, je rigole. Mais effectivement, si Royal Canin pointe vers Estelle Ballot, qu'est-ce que ça affiche là, Royal Canin? En fait, maintenant, Google, a priori, il s'en fiche, ça le gêne pas. Pourquoi pas, après tout, si Royal Canin a envie de pointer vers mon site, c'est pas dramatique. En tout cas, ça va pas être négatif. La question qu'on peut se poser, c'est si le trafic va être intéressant pour moi de récupérer ce trafic-là. Mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on va pouvoir créer des liens comme ça avec nos partenaires. Ce que tu nous dis, Léo, c'est que le plus simple, c'est d'aller regarder nos partenaires naturels. Si Royal Canin a sponsorisé le podcast du marketing, ça fait sens que Royal Canin mettent un lien et disent voilà, moi j'ai travaillé avec Estelle, c'était cool, machin, etc. Allez voir ce qu'il y a sur son site. Pourquoi pas, même si c'est pas directement du marketing, en soi c'est pas très très grave. Donc allez contacter tous vos partenaires, proposez-leur de mettre un lien qui pointe vers vous et là vous allez déjà faire du netlinking. Il n'y a plus besoin, ce que tu nous dis aussi, de monter des usines à gaz pas possible avec des liens en étoile, A qui fait un lien vers B, qui fait un lien vers C, qui fait un lien vers D et à la fin de l'alphabet on revient à A. Non, ça on n'a plus besoin de le faire, c'est beaucoup plus simple finalement. On peut même acheter des liens, c'est pas grave, Google ne va pas hérisser le poil parce que vous avez une relation commerciale dans ces liens, ce qui était le cas avant, en tout cas a priori.
En revanche, ce que tu nous dis, le point sur lequel il faut faire attention, c'est les encres. Donc les encres, ce sont les petits mots sur lesquels on va cliquer et qui vont emmener vers le lien. Si vous travaillez trop vos encres, c'est-à-dire que si vous dites à toutes les personnes qui vont faire un lien vers vous, je voudrais que tu fasses l'encre sur un mot précis parce que c'est ce mot-là que je veux booster chez Google. Là, Google va dire « Attends, tu te fiches de moi, Estelle ». Donc là, ça va pas marcher. Mais si vous le faites de façon naturelle et qu'en fait, bien souvent, c'est juste votre site internet ou cliquer ici ou en savoir plus, des choses comme ça marche très très bien. Donc ça, on peut le faire sans problème. Ce que tu nous dis, Léo, c'est qu'en fait, on peut commencer déjà naturellement avec notre contenu à créer des liens, à parler à nos partenaires. Et puis si on veut aller plus loin, on peut commencer à aller acheter. Tu nous as donné, je mettrai dans les notes de l'épisode, les liens que tu nous as donnés, des plateformes pour pouvoir aller acheter, comprendre un petit peu les prix, etc. Et puis surtout, en vrai, si on veut aller vraiment plus loin et en faire une stratégie sur laquelle s'appuyer, le mieux c'est quand même de se faire appuyer par un professionnel qui va pouvoir nous construire une vraie stratégie de netlinking et puis savoir exactement où aller et probablement négocier pour nous. Est-ce que ça te va, Léo, comme mini résumé? J'ai rarement vu un aussi bon résumé, Estelle. Tu viens de résumer tout le netlinking de 2012 à 2024 en seulement 3 minutes, donc un grand bravo à toi. Trop bien. Bon, écoute, merci infiniment, Léo, de nous avoir mis à jour sur le netlinking. Léo, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. C'était un plaisir, écoute Estelle, de discuter avec toi. On a bien rigolé. Et puis, j'espère que ça a enseigné plein de choses intéressantes sur le netlinking à ton audience et à tous les gens qui nous écoutent. Ah là là, merci Léo de m'avoir fait replonger dans l'univers du netlinking et de repenser à mes débuts dans le digital. C'est vraiment une stratégie ultra puissante. C'est une stratégie qui peut vous emmener très 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 loin. C'est aussi une stratégie qu'on peut faire à petite échelle, simplement tout seul dans son coin si on veut. Évidemment, on va pas faire exactement les mêmes choses. Léo nous a tout expliqué. En tout cas, j'adore cette idée de pouvoir, assez simplement nous faire remonter dans les recherches Google. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast du marketing. Vous pouvez le faire sur lepodcastdumarketing.com/newsletter ou en cliquant sur le lien qui est dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite.